What we do here is go back. Bonjour Clara. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-Label, après 3 semaines. Oui, de longue absence. Ça nous a paru une éternité. Je sais pas pourquoi, parce qu'on était occupés dans nos vies respectives. Voilà. Et bien prise quand même par le nouveau sujet. Oui, ouais. Et quel est donc ce sujet, Clara? Kashira. Gozanji Kashira. Et pour ceux qui savent lire, ils ont deviné que on parle de Utena, la fillette révolutionnaire, Shoujo Kakumei Utena. Oui, qui est donc un manga sorti en 96, publié en 99, entre 96 et 97, pardon. C'est un shoujo. Ouais. Et en fait, nous, on a plutôt regardé l'animé qui est venu juste après, en 97, 39 épisodes, réalisé par Kunihiko Ikuraha, au sein du studio JC Staff. Et en fait, faut savoir aussi que Ikuraha et la mangaka Chihiro Saito font partie d'un collectif de créateurs qui s'appelle d'artistes. Oui, voilà. Bon, ils sont 5 en tout. Et qui s'appelle Bipapaz. Et on reste dans le thème, hein. Mamas and the Papas, Bipapaz. c'est vrai. On fait des petits glissements comme ça. D'un épisode à l'autre, il se passe des choses comme ça. C'était totalement prévu. Absolument. Et bon, le fait qu'ils fassent partie du même studio de création, du même collectif, je sais, moi j'ai noté que peut-être que ça avait facilité l'adaptation en animé, j'en sais rien. Ou alors c'était déjà un projet commun. Je me demande si c'est pas un projet pensé pour l'animation après, dès le départ, en fait. Ouais. Et c'est dans la tradition de l'univers des mangas de commencer par l'écrit, et puis... ça paraît logique, peut-être. Je sais pas, ouais. Mais je pense que c'était un projet en tout, ouais. Et d'ailleurs, Kunihiko Ikuhara, qui est donc à la tête de ce collectif un peu, il a travaillé notamment sur Sailor Moon. Ouais. Et aussi sur un animé que j'aime beaucoup, plus récent, post-2010, Mawaru Penguin Drum. Ouais, c'est lui, ouais. Dont je t'avais parlé. Ouais. Voilà. Qui est particulier aussi. Ouais. Parce que Utena est particulier, faut savoir. Ouais. Vous en saurez beaucoup plus après. Et d'ailleurs, je voulais noter que les épisodes, ils étaient répartis en 4 sagas. C'est pas 5 ? Ah, moi j'ai noté 4. Alors moi je les ai écrits, attention. C'est quoi bon, tes si tu les as écrits, je te fais confiance. Première saga, on a le conseil des élèves. 13 épisodes. Ça doit aller jusqu'à l'épisode 13. Après, voilà, c'est ça. Après, on a la saga Black Rose. Après, la saga Akio Otori, qui est un des personnages importants de l'histoire. Et la dernière saga, qui est Fin du monde, en quelques épisodes, pour conclure un peu la série. Est-ce que tu veux bien nous résumer Utena ? Voilà, donc qui est Utena ? Utena, c'est donc le personnage principal de cette série, vous l'aurez compris. C'est Utena, la fillette révolutionnaire, le titre traduit en français. Donc tous les événements, finalement, ils tournent autour d'elle et d'une certaine Anchi, qui est donc aussi une jeune collégienne de 14 ans, comme Utena, qu'elle rencontre au collège en tentant de la sauver d'un certain Sayonji, qui est membre du conseil des élèves. Et qui la maltraite un peu quand même, hein. Faut l'avouer, au début moi j'étais un peu choquée. Hein, oui, moi aussi, ouais. pour vous dire, il lui faut une grosse tarte. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Et après on comprend au fur et à mesure des épisodes, mais au début, surtout notre génération à notre époque, on est un peu offusqué. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sayonji, ça lui plaît pas que Utena se mêle de ce qui la regarde pas, donc il la défie en duel, à l'épée, finalement pour se battre pour Anchi. Et on apprend aussi à ce moment-là que Anchi n'est pas une simple élève, mais elle est la fiancée de la Rose. Voilà. C'est là que l'histoire, elle devient mystérieuse. Qu'est-ce que c'est ça, la fiancée de la Rose
Et tout ça, c'est dans l'épisode 1, c'est ça? 1 ou 2? En tout cas, c'est en tout début. Je pense. C'est au tout début. Je pense que c'est le premier épisode, oui, Et je trouve j'ai pas relevé, c'est avec mes souvenirs. Je pense que c'est vraiment annonciateur de ce qu'est toute la série Utena, quoi. Enfin, au tout début, c'est assez drôle. Il y a des épisodes... Ça m'a vraiment surprise que ce soit un peu drôle au début. Oui, des épisodes vraiment... ils sont juste là pour le gag, ouais. Faut savoir. Et puis, dans cet épisode 1, on comprend pas grand-chose. Tout de suite, on se dit, oula, dans quoi je me lance? Qu'est-ce qui va se passer après? Oui, là, c'est particulier. Il y a des trucs... Parce que, voilà, ce qu'on sait, c'est que si Utena, elle a pu prendre part au duel, c'est parce qu'elle possède une bague que portent tous les duellistes, bague de la rose, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en l'occurrence, tous les duellistes sont aussi membres du conseil des élèves. Voilà. Fallait bien. Mais d'où est-ce qu'elle sort cette bague finalement, Utena? C'est que quand elle était petite, elle a vu un prince, et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il lui a remis cette bague, il lui a dit ça te mènera à moi, et depuis elle a gardé ce souvenir, et donc au lieu de... Enfin, en attendant son prince, ça l'a inspirée elle-même à devenir un prince, et voilà. C'est pour ça qu'elle sauve... Mais c'est pas non plus n'importe comment qu'elle l'a rencontré, ce prince, parce qu'elle vivait un grand chagrin. Elle était en deuil du décès de ses parents, oui. Et elle était inconsolable, la pauvre choupinette. Bah oui. Et et donc ce beau prince qui est arrivé sur son cheval blanc lui a remis cette bague en lui disant qu'elle le mènerait à lui, effectivement. Et surtout il voulait un peu la réconforter et en lui disant qu'elle faisait quand même preuve de bravoure et qu'il fallait qu'elle garde sa force et sa noblesse toute sa vie, et notamment cette bague aussi, si elle voulait revenir à lui. Voilà. Et oui, ça l'a inspirée elle-même à devenir un prince. Et c'est là la partie un peu kakoi, j'ai envie de dire, de Utena. Voilà, c'est comme j'ai écrit plus loin, mais je vais le dire maintenant. Vous voyez, Utena, c'est pas votre usual magical girl. Ouais. Non. Ouais. Bah, déjà sa première apparition, c'est-à-dire qu'elle rentre dans l'école, dans l'académie et tout. Toutes les filles sont dingues d'elle parce qu'elle est habillée en mec et tout. Elle est forte, elle est brillante, elle est tout ce que vous voulez. Elle est magnifique, tout ça. Toutes les filles sont dingues d'elle. Waouh, Utena, trop belle et tout ça. Elle a des fans, quoi. Et tout de suite, c'est quelqu'un de très charismatique. Hein. C'est quoi déjà dans l'univers des mangas un peu, surtout dans les shoujo, ce truc où quand il y a un grand garçon qui est fort en tout, il y a toujours les filles qui sont là en mode notice me senpai, un truc comme ça. Est-ce que c'est un mot spécial? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est le bichonnette de service, quoi. Mais bon, elle incarne un peu ce Don Juan, en fait, des animés japonais, quoi. Surtout des années 90. Moi, j'adore. Ce qui m'a marqué dans les premiers épisodes, c'est la démarche qu'elle a, désinvolte, un peu à la, je sais moi, c'est quoi, c'est GTA ou je sais plus. GTO. Ou en gros GTO, pardon. Parce que GTA c'est un jeu. Où t'as le cartable sur, oui, je confonds toujours avec le jeu vidéo. Où elle a le cartable sur l'épaule. C'est vrai, elle marche de manière décontractée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle fait la rencontre officielle de Hanchi, pas dans l'arène, parce que ils ont une arène quand ils font les duels. Mais en tenue d'écolière, voilà. Quand on parle d'arène, faut bien s'imaginer le truc, parce que si vous l'avez vu, vous savez, mais si vous n'avez pas vu, en fait, c'est très surréaliste. Hein, c'est-à-dire que... oui, c'est un autre monde. C'est-à-dire que Utena, elle va au duel provoqué par Sayonji. Alors déjà, elle y va avec une épée de kendo pour s'entraîner, donc c'est en bois, hein, c'est en bambou. Et donc lui, alors déjà... mais elle arrive là-dedans, il y a des escaliers interminables en colimaçon immense avec une tour au milieu, on comprend rien de ce qui se passe. D'accord, ok. J'ai bien envie d'insérer la musique là, à ce moment-là. Je sais pas si on pourra, mais... On verra. Ah, voilà, il y a cette musique hyper importante en plus, hein, qui revient à chaque épisode. Avec la fontaine et tout. Voilà. Ça annonce le duel qui va arriver. Ah ouais, c'est... Et donc... Ça rappelle les moments de transformation dans les autres vraies Magical Girls où les héroïnes se transforment. Mais vas-y, je pense que c'est là où tu voulais en venir. Et donc, quand ils arrivent en haut de cette arène, c'est vraiment je sais pas comment dire, un espèce de plateau perché tout en haut de ces escaliers. Et au-dessus de ce plateau, c'est très important, il y a un château renversé.
Et donc, vous comprenez tout de suite que c'est hyper surréaliste. Voilà. Oui, complètement surréaliste. Surtout ce château, il perturbe quand même. Hein. Moi, il m'a perturbé longtemps. Ouais. Et puis il y a des cloches aussi, sachez-le, il y a des cloches comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des cloches. Mais ça, c'est pour le côté un peu dramatique, justement, avec toutes les références à l'Europe et Révolution française, tout ça. Tu veux revenir sur Utena ? Parce que t'as dit un truc... Oui, en fait, ce que je voulais dire, mais on a commencé à l'aborder là en parlant de la reine, finalement, c'est qu'il y a un peu deux niveaux de lecture pour cette série, quoi. Il y a le premier plan où on a Utena, la collégienne, qui vit sa vie de jeune fille de 14 ans avec ses amis, qui a une meilleure amie dont je ne sais plus le nom. Wakaba, merci. Ouais. Très, très rigolote, très simple, et qui rencontre finalement une nouvelle amie, Anchi. Voilà. Jusque-là, tout là, ça c'est très simple. Ça, c'est la première lecture. Et après, deuxième niveau, c'est le côté justement fantastique et surréel, quoi. Avec tout cet univers autour de la reine, qui est Anchi, qui est Utena, qui sont ces membres du conseil des élèves, qui sont tous des duellistes, voilà. Bah après moi je suis pas trop d'accord, je pense pas qu'il y ait deux niveaux de lecture, parce que je pense que si tu t'arrêtes au premier que t'as évoqué, je crois que tu comprends rien à Utena, quoi. Enfin, c'est difficile de s'arrêter à la lecture de C'est la vie d'une lycéenne tranquille, mais... Tu peux t'arrêter à ce niveau de lecture si on prend en compte que des épisodes un peu gag, où il arrive des trucs avec la sœur du président du conseil des élèves. Que j'adore. J'adore ces épisodes, c'est complètement surréaliste, c'est l'humour débile, mais je les adore. C'est un peu des apartés, quoi. Ouais. Voilà. Mais ils servent bien le récit, quand même. Je trouve qu'ils servent le récit en termes de dynamisme, pardon. Ah oui, complètement. De toute façon, il y a tellement de messages cachés dans cette série, c'est génial. Par contre, si tu te penches dessus. Bah, en fait, c'est ça toute la magie d'Utena, c'est que d'abord tu arrives, tu te dis ah ouais, bon, on va faire des duels avec des gars, bon super. Et en fait, mais il y a tellement de couches de thèmes compliqués, on va dire, à explorer. Justement, en parlant de thèmes compliqués, si tu veux bien, moi j'aimerais faire un focus sur la 3e saga. Avec le proviseur suppléant. Faut noter quand même, parce que ça n'existe pas un proviseur comme lui, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Akio Otori, qui est le grand frère de Anchi, au passage. Et bon, moi je voulais... Ouais, vas-y. Avant qu'on aille plus loin, spoiler alerte. Spoiler alerte. Mais c'est pas si déterminant que ça, mais quand même, spoiler alerte. Je sais pas. Bon, continue. Ok, on va voir. Voilà, je me risque de faire un petit monologue là-dessus, mais on va voir si tu me suis. Voilà, parce que pour moi, à un moment donné, dans la série, quoi, les épisodes, il y a un moment, surtout dans cette saga-là, où les épisodes, ils deviennent de plus en plus explicites, et clairement, la 3e saga, elle parle clairement de sexualité. Oui, je suis d'accord. Ok. Et ne pas le voir, ce serait complètement... ce serait difficile. Voilà, il faudrait vraiment... Ce serait absurde. Ouais, vraiment. Il faudrait être dans le déni total. Voilà. Et la voiture d'Akio, dans tous ces épisodes, pour moi, qui est censée d'ailleurs les mener vers les confins du monde. Bon, voilà, ça, c'est peut-être le spoiler. Et qui apparaît dans chaque épisode, cette voiture, pour moi, c'est l'allégorie du sexe. Clairement. Oui, clairement, ouais. Voilà. C'est les trucs d'adultes. On conduit quand on est adulte et on fait du sexe quand on est adulte. Voilà. Exactement. Je vous amène voir les confins du monde. Voilà. Tu vois, il faut comprendre le double sens là. Heureusement, on est adulte, on a compris. Oui. Et justement, ce personnage Akio avec les membres du conseil des élèves, il persiste à essayer de vaincre Utena dans cette saga par ce biais qui est d'utiliser donc les confins du monde. Mais voilà que malgré tous leurs efforts et bien échauffé d'ailleurs, j'ai même eu chaud par moment. C'est un petit peu. Ces efforts, voilà, ne les mènent nulle part parce que finalement, Utena et Anchi, lors des duels, elles restent indétrônables. Et on voit qu'Utena, elle a clairement trouvé sa force grâce à Anchi, d'où le changement dans cette saga, à ce moment-là de la série, où l'épée qui avant sortait du corps d'Anchi, cette fois-ci sort du corps d'Utena. Et moi, mon hypothèse là-dessus, c'est que Utena, elle obtient ce nouveau pouvoir
lorsqu'Anchi, au début de la saga, prend conscience lors du premier duel de ses sentiments pour Utena. Et ça, c'est totalement mon interprétation. C'est l'interprétation d'absolument tout le monde, t'inquiète pas. Effectivement, ok, tout va bien. Je sais pas, je pense pas D'ailleurs, que ça peut être... C'est là qu'on dit communauté queer, bonjour. Voilà. C'est absolument pas un spoiler de dire que Utena et Anti ont une relation quand même amoureuse. Voilà. Oui. Ouais. D'ailleurs, on le comprend encore mieux, encore plus, dans la dernière saga, je crois, ou l'avant-dernière. Oui, ouais. Non, dans cette même saga en fait. Bah, c'est un peu distillé tout au long de la série pour moi. Et je trouve qu'à partir du moment où elle partage la même chambre, mais tu sais la grande chambre. Oui, c'est ça. Avec les deux lits. Déménage en fait. Mais je crois que c'est au même moment, c'est dans cette saga-là, où justement il y a la voiture de Akio et tout, elle déménage dans le planétarium d'Akio, le proviseur suppléant, le grand frère d'Anchi, et c'est là où effectivement elle partage cette chambre, et là... elles dorment face à face, et on voit souvent des plans où elles se tiennent la main avant de dormir, tout ça. Voilà. C'est très dramatique le moment où elle se couche d'ailleurs. Ouais. Hein. C'est toujours... C'est une chorégraphie, quoi. Toujours. De toute façon, il y a tellement de chorégraphie dans cette série. Moi, j'adore. Surtout avec les personnages masculins, c'est très drôle. Mais moi, pour revenir sur Akio, qui est donc le proviseur suppléant, mais surtout le frère de Anti, pour moi, c'est l'antagoniste principal, quoi. Dans le sens où, clairement, c'est lui qui a complètement... je vais pas dire anesthésie Anti, mais un peu, quoi. Il la maintient, c'est une relation très malsaine entre Anti et son frère, ou... Ah, mais complètement. D'ailleurs, il y a beaucoup de relations malsaines frères et sœurs dans cette série, oui, ça, faut savoir. Il y a un problème là-dessus. Et je trouve que toute la série Utena, en fait, c'est effectivement une histoire, un conte de fées où t'as un prince, princesse et sorcier. Et je trouve que Utena, en fait, c'est le personnage qui va délivrer Anti de son frère, en fait. Et c'est tellement ça, t'as raison en fait. C'est une histoire un peu où tout le monde a des relations compliquées, c'est tordu un peu, ça part dans tous les sens. Complètement, et finalement, elle est vraiment l'héroïne qui vient nous rappeler que oui, une vraie belle relation d'amour avec un grand A, c'est possible. Et même avec une fille, j'ai envie de dire. Oui, ouais. Et d'ailleurs, tout le long de la série, on essaye de, entre guillemets, remettre Utena à sa place de princesse. Mais en fait, jusqu'au bout, elle reste un prince, où c'est elle qui délivre Anti malgré tout ce que Anti peut lui faire, sous l'emprise de Akio. Ah ouais, parce que, alors, autant Anti, au début, j'avais de la peine pour elle, autant à la fin, t'as vraiment envie de la gifler. Tu vois, et là, t'es d'accord avec Sayonji, tu vois. Un peu, ouais. Franchement, et c'est là qu'on voit le développement. Ouais, c'est ça. Quand même. Parce que Anti trahit plusieurs fois Utena, de l'épisode 11 jusque même à la toute fin. Et... Aussitôt, d'accord, j'avais pas... Ouais, c'est quand... Est-ce que je peux le dire? Oui, parce que j'ai dit spoiler alerte avant. Donc je redis spoiler alerte, mais en gros, à un moment... Donc Utena a Anti en tant que... C'est quoi, c'est marié? Non, c'est pas marié de la Rose, c'est... Fiancée de la Voilà, Rose. fiancée de la Rose. Et finalement, elle se la fait reprendre par Toga, le mec aux cheveux rouges. Oui. Et oui, et Anti lui dit... Et elle change d'attitude complètement, vis-à-vis d'elle. Elle l'appelle plus Utena-sama, elle l'appelle Tenjo-sama. Non, même pas, Tenjo-kun. Mais juste, voilà, pour finir, moi, sur cette histoire de focus, voilà, sur la troisième saga. Oui, voilà, c'est ça. Les duellistes, ils pensent pouvoir gagner lors des duels et obtenir une relation pure, comme ont Utena et Anchi, grâce au sexe, finalement, la solution que leur propose le proviseur, j'adore. et en fait, la preuve est que non, ils n'y parviennent pas, ils se trompent. On le voit par une multitude de défaites, chaque épisode, en fait. Ouais. Et à travers plusieurs personnages. D'ailleurs, c'est quand même très bien illustré à chaque épisode, même si je trouve que parfois c'est un peu tiré par les cheveux, les histoires de chacun. Mais on en parlera plus tard. Oui. Et dans l'épisode 35, j'ai noté une citation de Sayonji que je trouvais qu'illustrait parfaitement tout ce qu'on vient de dire là, à l'instant. Je crois qu'il s'adresse au président du conseil et lui dit « Tu ne peux pas vaincre Utena car tu n'es pas capable de donner ton cœur. »
Bam. Bam. Tout simplement. C'est exactement Bam. ça. C'est vrai, c'est ça. C'est totalement ça. Voilà, mais bravo Seonji. C'est le plus sage peut-être. Tu vois, au début, je crois que c'est le bâtard, et en fait, non. Ah, non. il est un peu il a sa sagesse. Voilà. Oui. Voilà. Et Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur peut-être les personnages, les relations, comme tu voulais tout à l'heure? Mais il y a plein de choses à dire en réalité. Hein. Les problèmes de frères-sœurs, sous-entendus incestueux, il y en a, mais il y en a 1500. Hein. Justement, je savais pas si je voulais rentrer là-dedans, parce que là, on a plus fini, quoi. Bah, disons que pour faire un petit on peut faire un cas épisode par épisode, en vrai. Ouais, non mais de ouf. Parce que là, en fait, je pense qu'on fait cet épisode, mais on fait que gratter la surface. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, honnêtement. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'ai voulu me focaliser sur une saga en particulier qui je trouvais illustrait très bien toute la série, finalement. Oui, c'est vrai. Tous les propos de la série. Parce qu'en réalité, on pourrait parler des heures de chaque épisode, quoi. Je pense, ouais. Il y a de quoi éplucher. Ouais. Oui. Ça parle, mais pour en gros citer les thèmes pour moi les plus importants d'Utena. Pour moi, vraiment c'est vraiment la sexualité, les rôles de genre, clairement. La jalousie, l'inceste, tout ce que tu veux. Oui. Clairement. Ouais. Oui. Et on retrouve ça dans beaucoup de différents personnages et amené de différentes manières. C'est vrai qu'il y a énormément d'histoires de trahison quand même. Ouais. Ou de faux espoirs, ou de... Ouais, c'est lourd, c'est très lourd les sujets traités. Mais heureusement, il y a toujours le comique de situation derrière qui est là pour nous aider à passer. Ces épisodes, ils font vraiment du bien, je trouve, niveau dynamique, parce que t'as des épisodes très lourds et t'as des épisodes qui m'ont fait mourir de rire, quoi, notamment avec Nanami. Enfin, c'est... Non mais elle est géniale. Ouais. Elle est là pour ça en fait. C'est là que tu comprends finalement. Ouais, c'est le comic relief. Mais elle a aussi une histoire dure, ça. Hein, mais elle fait du bien. Oui, mais en même temps, voilà, c'est ça. On peut pas s'en passer. Au début, tu crois que tu vas la détester, et en fait, non, tu peux pas t'en passer parce que grâce à elle, tu tiens bon. C'est ça. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, même le surréalisme qu'il y a ambiant dans la série, ça se retrouve aussi un peu dans ces scénettes, dans des épisodes comiques où par exemple Nanami se transforme en vache. Ah oui, non, alors ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois où, sur le coup, quand j'ai vu cet épisode, j'ai cru que c'était la première fois qu'on avait eu droit à de la magie. Enfin, de la magie, un peu quelque chose qui paraît. On se demande, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, je me suis rappelé de l'épisode avec le curry. Oui, aussi. Et en fait, effectivement, non, c'est là que tu comprends le rôle de Nanami, c'est ça? Oui. Qui est là juste pour nous offrir du spectacle, en fait. Ouais. Et cette chose de surréalisme, ça se reprend personne qui se transforme en vache, qui est des currys qui explose, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ah oui, non, mais c'est surtout qu'après que le curry a explosé, t'as Utena et Hanchi qui ont échangé de corps. C'est la magie, la première magie. Et j'avais pas réalisé. Parce que sur le coup, je pense quand j'étais encore en train de rentrer dans la série, et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, on se rend compte que non, ça n'a rien à faire là, de base. Il y a jamais, tout le reste de la série, personne ne change de corps. Non, c'est juste pour cet épisode en particulier, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est les épisodes gag pour moi. Ah ouais, clairement. Mais c'est génial. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, il faut voir cette série, mais il faut y aller avec les gants un peu, quoi. Faut être patient. Moi, je sais que j'ai failli abandonner. Parce que la première saga, j'étais là en mode, mais où on va, quoi? Moi, j'ai trouvé ça difficile, voilà, le premier arc aussi, j'ai trouvé ça difficile. Mais parce que c'est dur à rentrer dedans, et puis après c'est bon. Parce que personnellement, le premier arc, donc les 13 premiers épisodes, j'ai trouvé que ça se répétait énormément. Et surtout, en fait, c'est aussi lié au fait que il y ait un seul lieu et qu'il y avait que quelques personnages qui étaient présentés et qu'on était qu'à la surface finalement de l'histoire. Et quand on est passé tout de suite au deuxième, ou tout de suite il y a eu plus de personnages, plus de lieux, genre, je me suis dit, ça y est, on respire un peu dans cette série, quoi. Oui. Bah, ça, j'aimerais qu'on en parle après. Juste après. D'ailleurs, est-ce qu'on rentre pas dedans? Si, allez, on rentre dedans. On y est. Donc, pour ma critique finalement pour cette série, elle est en deux plans. Il y a une première qui est négative et une seconde qui est positive quand même. Donc la première.
c'est que en parallèle à un autre animé très connu qui est Sailor Moon et dont d'ailleurs le directeur là du collectif a travaillé dessus, la logique de cet animé est inexistante. C'est-à-dire que tout est tellement tiré par les cheveux, tout est tellement, enfin, t'en perds pied quoi. Les personnages, par exemple, ils se posent tous des questions, que ce soit les membres du conseil des élèves et la principale concernée, j'ai envie de dire, Utena. Elle se demande toujours, mais pourquoi je participe à ces duels? Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces duellistes et ces membres du conseil des élèves? Mais jamais, jamais, ça ne viendrait à l'esprit d'aller justement taper à la porte du conseil des élèves et demander et les gars, c'est quoi le deal en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Pourquoi vous me demandez en duel en permanence? C'est quoi votre problème avec Anchi? Pourquoi vous voulez voler la fiancée de la Rose? C'est quoi? Pourquoi on a la même bague? Non mais déjà, elle pourrait se demander pourquoi elle a la même bague que tout le monde. C'est vrai. Alors qu'elle cherche désespérément son prince et jamais elle se dit ah, mon prince m'a donné cette bague, mais tous les membres du conseil ont également cette bague. Peut-être que je pourrais retrouver mon prince grâce à ça. Non. Et là, c'est la même logique que Sailor Moon, qui, peu importe si elle est transformée ou pas, on la reconnaît pas, en fait. Genre, elle est en costume de Sailor Moon, on ne la reconnaît pas, elle se retransforme en Usagi. Usagi, Sailor Moon, ah non, je vois pas le lien. Pourtant, elle n'est pas masquée, je rappelle. Hein. C'est vrai. Elle a la même coiffure, aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut accepter, j'ai l'impression. Voilà, c'est la logique des animés. Alors, je sais pas si c'est des animés de cette génération-là, 90, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'il y a des incohérences comme ça partout. Hein. Enfin, incohérences. C'est pas des incohérences. Mais est-ce que c'est quand même pas très animé japonais, ça, quand même? Pour moi, il y a énormément d'influences, effectivement, japonaises. Forcément, parce que c'est japonais, haha. Mais effectivement, j'ai noté que c'était très Magical Girl, où t'as... effectivement, quand elle change de tenue, un petit peu, quand la magie fait apparaître son arme, entre guillemets, le tout ponctué d'une phrase avec de la musique, c'est très Magical Girl, quoi. Ah oui, complètement. Et d'un autre côté, t'as aussi plus, au niveau des influences, c'est très Ryoko Ikeda, donc la Rose de Versailles, aussi. Ah oui. T'as le personnage principal qui se travestit, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et c'est très aussi Ryoko Ikeda dans Très cher frère, où tout se passe dans une académie et tout est centré autour d'un espèce de conseil d'élèves qui fait partie de l'élite, super, méga, machin. Ils sont tous ultra charismatiques, ils ont tous des problèmes. C'est le F4. Ouais, complètement, ouais. Et voilà, quoi. Ok. Mais, non, mais clairement, il y a une inspiration, on voit les inspirations de partout. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de parallèles avec Sailor Moon que je connais très bien. C'est le premier animé que j'ai regardé adolescente. Enfin, je suis vraiment rentrée dans la culture de l'animation japonaise et du Japon par Sailor Moon, donc je connais très bien la série. Enfin, très bien. Ok, je veux pas trop m'avancer non plus. et voilà. Et du coup, je voyais beaucoup les correspondances, notamment dans le fait que Utena, elle solutionne finalement les problèmes psychologiques, j'ai envie de dire, des personnages avec qui elle se bat lors des duels. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'il y a un duel, finalement le duelliste c'est un peu comme le méchant pour moi en parallèle dans Sailor Moon. Et lui, il a un problème clair dans sa vie, il a un gros problème. Alors dans Utena, c'est clair, soit des problèmes, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, d'inceste, de jalousie, de trahison, de choses comme ça. Et il pense pouvoir le régler grâce à ce duel en gagnant contre Utena. Et en fait, Utena, elle a toujours la solution, qui est d'écouter son cœur, et je sais, moi. De rester fidèle, ouais. Et c'est un peu, voilà, pour moi, c'est là où j'ai vu clairement le lien avec Sailor Moon, où Sailor Moon, c'est ça, c'est à chaque combat, finalement, elle vainc le mal, parce qu'elle arrive à solutionner le problème qu'a le méchant en face, finalement. Et ça, c'est clairement, tu le vois dans Utena. C'est vrai. Et voilà, mais le truc qui m'a gênée finalement pour rentrer dans l'histoire, pour moi Sailor Moon, j'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés de rentrer dans l'histoire, et je me demandais pourquoi Utena c'est si dur de rentrer dans l'histoire.
Et je pense que c'est une erreur, mais ça c'est encore une fois c'est mon avis, de la part des scénaristes. C'est-à-dire que normalement, pour accrocher le lecteur, tu laisses un peu des indices sur l'issue, tu vois, de l'intrigue. Où nous mène l'histoire. Et là, au début, on n'a aucune info, quoi. C'est RAS. Le personnage principal, il sait même pas qui il est, en fait. Il sait même pas pourquoi il prend part au duel. Les personnages secondaires sont mystérieux, donc ils nous donnent même pas d'informations. Nous-mêmes, on comprend même pas qui sont ces membres du conseil des élèves. Utena a des alliés, mais ils ont aucune idée de ce qui se passe non plus, parce que Wakaba, elle est même pas au courant limite. Elle prend part à des duels. Et finalement, tout ce qu'on a un peu comme indice, c'est la petite histoire de fond qu'il y a au début à chaque fois, où on nous réexplique que quand elle était petite, elle a rencontré un beau prince, machin, bidule, bidule, mais on la connaît tellement par cœur, cette chanson, après. Mais ça nous donne pas les éléments d'info dont on a besoin pour s'identifier au personnage, en fait. Là où dans Sailor Moon, parce que finalement Sailor Moon c'est un peu la même chose, c'est-à-dire elle est un peu écervelée, machin et tout, et finalement c'est son grand cœur qui fait qu'elle parvient à gagner contre les méchants, mais c'est pas pour rien qu'elle soit, enfin elle a besoin d'être comme ça un peu désinvolte et naïve. Justement, c'est ça sa force, c'est ce qui fait qu'après elle est pas aussi compliquée finalement dans sa tête, et du coup elle se laisse pas emporter par le mal. Enfin bon, peu importe, on rentre dans la psychologie complète là de la série. Mais ce que je veux dire, c'est que là où on rentre dans la série, dans Sailor Moon, c'est qu'on a Luna, qui est l'allié de Sailor Moon, qui vient nous introduire, nous expliquer à nous les spectateurs qui est Sailor Moon. Même si elle est un peu teubée, et même pendant très longtemps, elle comprend pas ce qu'elle fait, pourquoi elle est une magical girl, pourquoi elle est une princesse de la lune ou je sais pas quoi. Au moins, nous, on a derrière les éléments d'information pour comprendre l'histoire où elle nous mène, quoi. On est un peu dans... comment dire c'est pas dans la discrétion, je trouve plus le terme. En général, dans une série, tu obtiens une information quand même. Quand on donne des indices au lecteur, au spectateur, et là, on en a aucun. On est tellement perdu, quoi. Et du coup, c'est super dur de s'identifier, quoi. Et c'est là que je voulais te dire que je te rejoins sur quand t'as dit qu'il y avait 2 niveaux de lecture à Utena. Je trouve que ces 2 niveaux de lecture, tu les retrouves plutôt chez Sailor Moon, où tu peux t'arrêter au fait que ça soit juste un magical girl, et c'est bien. Et c'est du bon divertissement, voilà, on s'éclate. Mais qu'ensuite, il y a une sous-lecture un peu plus mature, on va dire, qui aborde des termes un peu plus difficiles. Oui, profond. Oui. Ouais. Mais ils ont peut-être pas... il y a des choses qu'ils ont pas assez développées pour moi dans Utena, qui fait que c'est dur de rentrer dedans et de... Moi, je trouve que ce qui était dur avec Utena, c'est surtout que, déjà, il y a beaucoup de thèmes abordés. Il y en a beaucoup, à travers plusieurs prismes. Je suis d'accord. Ça multiplie les histoires, et surtout par-dessus, il y a une immense couche de tout ce qui est symbolisme, etc. Il faut un peu voir au travers des symboles, et c'est pas toujours évident parce qu'il y en a, mais une couche, mais épaisse comme je ne sais quoi. Non, mais c'est ça, il faut le revoir et le revoir limite. Je pense que j'ai noté que c'était vraiment, que ça nécessitait plus d'un visionnage pour vraiment comprendre tous les tenants et tous les aboutissants d'Utena. Mais le problème, c'est que, pour moi, c'est pas suffisamment accrocheur pour me donner envie de le re-regarder, alors que ça nécessite un revisionnage, tu vois. Ah non, mais je comprends, Sailor Moon, ils ont tellement, enfin, avec Sailor Moon, moi, ils ont tellement réussi à conquérir mon cœur. C'est attachant, Sailor Moon. Que finalement, voilà, c'est ça. Et le côté attachant qui fait que même, voilà, où t'as pas tout compris, c'est pas grave, de toute façon, tu vas le re-regarder parce que t'as accroché. Là où Utena, je sais pas si j'ai envie de m'y risquer à nouveau, parce que c'est lourd, quand même. Même s'il y a beaucoup d'humour à côté pour contrebalancer, voilà, c'est ça, pour alléger le propos, mais c'est dur quand même, c'est dur. Voilà. Que dire de plus? Et puis esthétiquement, il faut aussi accrocher, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il y a pas beaucoup en fait, il y a très peu de décors dans cette série. Moi, ça c'est un choix et ça me perturbe. Je pense qu'il y a il y a très peu de contexte, il y a peu de lieux, il y a pas d'époque, il y a pas de... C'est ça. Et on a vraiment, quand je te dis, on a aucune information, on a rien, quoi. On peut même pas se faire une petite histoire dans notre tête, on peut pas se projeter, quoi. C'est ça oui, en fait, c'est ça, c'est pas limite, c'est pas qu'on peut pas s'identifier, c'est qu'on peut pas se projeter. Oui. Mais en même temps, c'est ça le pire. Ça fait un peu partie de... Je trouve que ça illustre bien en même temps ce qu'est Utena, quoi. C'est que au final, spoiler alert, à la toute fin, en fait, il s'agit de... Quand ils disent
l'oiseau cherche à se dégager de l'œuf est le monde, celui qui veut... Ah oui, la coquille de... Ouais. Oui. Ben, tout ça, c'est genre briser toutes les illusions. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de lieu, pas de temps, qu'on connaisse rien, ça rajoute au côté surréaliste, tu vois, de l'illusion un peu de tout ça. Et, enfin, comment te dire? Non, mais je suis d'accord. Parce qu'après, je me suis dit, c'est peut-être juste, il faut adhérer, en fait. Il faut être d'accord. Il faut être d'accord que c'est un style, un décor, une esthétique en particulier, et il faut vraiment adhérer, et c'est sûr que c'est pas commun. C'est, comme on disait tout à l'heure, ouais, c'est pas ton usual magical girl, quoi. Faut que t'adhères, quoi. Et il y a qu'à la fin où, quand Utena sauve Auntie, quand elle la délivre, en gros, métaphoriquement, elle sort de l'académie qui est le seul endroit qu'elle avait jamais connu, en fait. Et c'est pas faux. Et que là, tu peux te dire, elle va découvrir un nouveau monde avec des nouveaux décors, avec un temps. Parce que d'ailleurs, à ce moment-là, maintenant que tu le dis, c'était inconscient, mais c'est vrai que je me suis projetée. J'ai vu, je me suis dit, où est-ce qu'elle va aller, Anchi? Où est-ce qu'elle est allée, Utena? Tu vois, tu vois la barrière de la... les horizons, quoi. Ouais. Tu vois la barrière de l'académie, tu dis, ça y est, elle sort dans le monde, tu vois. Et qu'elle va... Elle va se découvrir. Mais peut-être qu'une des solutions pour ça aurait été de travailler un peu plus l'histoire derrière l'académie quand même. Je pense, ouais. Parce qu'on a très peu de contexte même sur cette académie. Pourquoi il y a ce proviseur suppléant dont on ne sait rien, qui a une fiancée, on sait même pas pourquoi elle est là en fait au final. En plus, il est bien, il a une fiancée, il est beau, il est jeune, il est hyper populaire auprès de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Il sort de nulle part, mais bon, on est d'accord. Après, il y a cette histoire dans la saga Black Rose avec l'espèce de duo comment dire, j'ai oublié son nom en fait. Je ne sais pas. Le professeur là qui a mais en fait je peux même pas le nommer parce qu'on sait pas ce que c'est, qui a créé cette espèce de lieu de confessionnal où les élèves viennent justement quand ils vont pas bien, mais c'est tout ce qu'on a comme info. À un moment donné, il y a un personnage qui le dit, sinon personne ne nous le dira. On m'a dit d'aller là si ça allait pas. C'est vrai, oui. Mais s'il y avait pas eu ce personnage, en plus qui est même pas du tout qui apparaît que dans un épisode, qui l'avait dit, on n'aurait même pas compris à quoi servait, enfin ce que c'était ce lieu. On l'imagine, on le devine, mais en fait c'est ça, dans la série il faut tout deviner, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, faut tout deviner. Faut tout deviner. Donc tu te dis, ok, c'est une espèce d'endroit où on vient se confesser et tout. Et en échange, ils obtiennent des pouvoirs pour obtenir ce qu'ils veulent, et le méchant derrière ce qu'il veut lui aussi. Mais je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais oui, ça manque de contexte, quoi. Ça manque de, je sais pas, ça aurait été sympa d'un peu de raconter l'histoire de cette académie, je sais moi. Pourquoi les membres du conseil des élèves sont membres du conseil des élèves, pourquoi eux et pas d'autres, quand est-ce qu'ils ont commencé à recevoir des lettres, des conflits du monde. Je sais moi un peu comme quand je sais moi J.K. Rowling elle écrit l'histoire d'Harry Potter, elle fait un monde derrière l'académie d'Harry Potter. Ben ils auraient pu faire un monde dans l'académie de Utena, ben on sait pas. Parce qu'en fait il se passe des choses, mais dans l'instant présent, quoi, genre, et t'as pas de contexte dans le passé, comme tu dis, tu sais pas ce qui s'est passé avant, c'est juste c'est comme ça et tu sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser à la fin, Wakaba fait une remarque. Elle dit, je savais pas qu'il y avait un club de théâtre dans cette académie. Ah oui, c'est vrai. C'est très drôle ce moment-là, mais c'est peut-être révélateur de ce qu'on vient de dire en fait. Et qu'on sait rien, même elle sait pas en fait. Et d'ailleurs, le truc le plus basique finalement, un club de théâtre, tout le monde devrait savoir qu'il y a un club de théâtre, quoi. Enfin, tout le monde. Surtout dans les cultures japonaises, tout ça. Il y a toujours des clubs dans les écoles, ouais. Mais ce qui est drôle, c'est d'ailleurs avec ce club de théâtre, c'est que pendant... C'était quoi ça? C'était vers l'épisode de 30, plus de 30 en tout cas. Vraiment vers la fin. Ouais, vers la fin. C'est-à-dire que tous les premiers épisodes, tous les 30 premiers épisodes, c'est-à-dire que chaque épisode, on a deux petites nanas qui se cachent là, Kozanji cachée là. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Qu'est-ce qu'elles racontent? C'est qu'un théâtre d'ombre, on comprend pas trop, quoi. C'est un peu une espèce d'interlude au milieu de l'épisode. Ouais, c'est ça. Et en fait, elles prennent de la substance uniquement à partir de l'épisode, on va dire 35 ou 34, j'en sais rien. Quand Wakaba dit qu'il y a un club de théâtre et qu'en fait, ces meufs font partie du club de théâtre. Mais surtout, ce que j'aime bien, je sais pas si j'aime bien, mais c'est que les informations les plus importantes, elles te sont données par des personnages les plus
tertiaire. Secondaire possible, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est genre, ah ouais, d'accord, c'est Wakaba, celle qui sert limite à rien dans toute l'histoire, qui vient te dire, t'expliquer que finalement, ces deux nanas qu'on voit depuis le début font partie du club de théâtre. Enfin, tout est comme ça. Mais c'est peut-être ce fameux comique de l'absurde, finalement, qui est caractéristique, attention, de qui, je crois, si je me trompe pas, de Shuji Terayama, qui est un dramaturge avant-gardiste japonais et qui a beaucoup inspiré les auteurs de cette série. Ouais. Mais est-ce qu'ils auraient pas un peu trop abusé de niveau inspiration de la source, quoi? Parce que là, ça va trop loin par moment. Ouais, je pense aussi, mais je pense qu'ils voulaient en faire ils voulaient dire beaucoup de choses, ils voulaient en faire beaucoup des caisses, ils ont fait trop de caisses et au final, on comprend pas tout, quoi. Et par contre, je ne suis pas d'accord quand tu dis que Wakaba est inutile parce que, en fait, je trouve que c'est la seule, en fait, qui nous ramène à une certaine réalité. Parce que c'est la seule meuf normale. C'est pas faux, oui. Elle est normale, elle a aucun rôle. Elle va à l'école, comme ça. Elle est normale. Ouais. Non, on est d'accord que sans elle, je pense que Utena serait déjà fini en dépression et hôpital psychiatrique. Oui. Certainement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bam. Et je crois que j'avais un truc que je voulais dire tout à l'heure et j'ai oublié, je réfléchis. Mais sinon, je voulais dire que quand même, là où j'ai peut-être... Pourquoi je m'y suis tenue à regarder cette série, même si j'ai hésité, c'est que quand même, je me suis fait avoir par ce côté histoire de KPDP quand même. Ouais. Et ça m'a ramené un peu aux films et aux séries que j'aimais bien quand j'étais petite. Tu vas me dire si tu connais certainement. Est-ce que tu regardais La Caverne de la Rose d'Or avec Fantagiro? Pas du tout. J'ai entendu parler. Okay. À mon avis, tu l'as vu sans savoir ce que c'est. Enfin, que tu l'as vu, tu vois. Peut-être, ouais. C'est une série de films, une saga qui a démarré en 91. C'est une coproduction de plusieurs pays, mais c'est surtout italien. Ouais. Et cette Fantagiro, c'est une héroïne qui est censée être une princesse et qui lui arrive plein de mésaventures. Je crois qu'à plusieurs reprises, elle doit sauver ses frères et sœurs de sorcières et de choses comme ça. Et à ce moment-là, elle prend l'épée et elle se bat comme un homme. Et pour moi, c'était quand j'étais petite, c'était c'est mon héros. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Et après, voilà. Et après, j'aimais bien aussi le film comme Le Bossu avec Daniel Auteuil, Le Masque de Fer avec DiCaprio. Et Cyrano de Bergerac avec Depardieu, et tout ce côté un peu bataille, escrime, mousquetaire, tu vois, ça me plaît, moi. Ouais. C'est ça qui t'a fait accrocher à Utena. Je pense. Bon, pas que, mais parce qu'après le personnage d'Utena est intéressant quand même. Mais après aussi, voilà, à côté, j'ai bien aimé ça. Ouais. Bah moi, ce qui m'a fait surtout accrocher, c'est que je voulais juste en savoir plus, en fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Je voulais vraiment comprendre le truc, quoi. Parce que il y a des épisodes, je vais pas mentir, j'ai rien compris, hein. C'est après, genre, il fallait que je me pose. Moi, je devais me faire une étude par épisode, moi. J'essayais de comprendre chaque épisode, je faisais des pauses, j'écrivais des notes parce qu'il y avait besoin, quoi. Ouais, non, mais carrément, ouais. Mais du coup, je voulais vraiment savoir c'était quoi, comment ça allait se terminer, ce truc, c'est quoi les confins du monde, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se battent. Et au final, t'as même pas toutes tes réponses, quoi. Enfin, Non, mais même à la fin, t'as pas toutes les réponses parce que justement, il y a un film qu'il va falloir qu'on regarde, qui va peut-être, et j'ai envie de dire peut-être, nous donner des réponses parce que c'est bon, on a compris maintenant, on va pas se faire avoir deux fois. On n'aura pas toutes les réponses. Non, c'est sûr. On reste dans le mystère jusqu'au bout. Mais ce film, j'ai vu plusieurs personnes sur Internet qui disaient ne pas avoir aimé la fin, et quelqu'un d'autre à chaque fois répondait « Ah bah regarde le film, c'est différent, etc. » Donc, D'accord. Ouais. Ok. Alors que moi, je trouve la fin... Je suis quand même curieuse. Enfin, certes, spoiler alert, Anti et Utena ne finissent pas ensemble, mais oui. Mais je trouve que c'est une belle histoire, effectivement, toujours finalement, ça commence en conte de fées. Au milieu, t'as plein de contes de fées qui s'entrechoquent, c'est complètement... ça va dans tous les sens, et au final, on retrouve un conte de fées classique où Utena, le prince, libère la princesse Anti de la méchante sorcière Akio. Mais oui, ce que je voulais dire comme toi, c'est que oui, j'ai pas besoin de voir... Moi, je suis contentée quoi, oui, moi aussi. De la fin. Ouais, moi aussi. Telle quelle, en fait. J'ai pas besoin de plus, même si, je serais curieuse peut-être. Ok, à l'occasion, j'aimerais bien savoir s'il y a une suite, qu'est-ce qui leur arrive. Ouais. Mais ils ont quand même bien réussi à finir la série sans qu'on ait
ce besoin d'en savoir plus. Quoi. Ouais, je trouve. Peut-être à force de pas nous donner d'infos, on y a pris goût en fait. Peut-être, ouais. Mais de toute façon, même si on n'a pas toutes nos infos, je trouve que c'est pas tant un problème. C'est pas tant un problème parce que c'est pas le cœur de l'histoire, en fait. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est comment ils ont traité les problématiques des personnages à chaque épisode, Ouais. la morale, ce genre de choses. Quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. On est d'accord. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à Evangelion, dans le sens où tout n'est pas clair. Il y a des problèmes. Clairement. Les personnages ont des problèmes, et c'est entrecoupé d'épisodes un peu gag. Et pareil, dans Evangelion, on comprend pas tout. Enfin, on comprend pas. Il y a des épisodes gags dans Evangelion. Ouais. Je me rappelle d'un truc tellement sérieux de A à Z. Ouais, il y a des épisodes un peu gag, quand Asuka et par exemple et l'autre, et Shinji apprennent à danser. Ah, je m'en rappelle. Ils font de l'aérobic ou un truc comme ça, je sais plus, enfin c'est assez drôle. Ah ouais, d'accord. Waouh, ça m'a pas marqué. Ouais, bah non, c'est pas ça qui marque dans Evangelion généralement. Oui, malheureusement. Bah, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre pour comprendre. Pour apprécier. Pour apprécier et pour voir ce qui est l'essentiel de l'œuvre, quoi, on va dire. C'est la ça. finalité. Ben voilà, moi je dirais que je recommande Utena, clairement, il faut le voir. Alors par contre, je préviens, c'est une série façon années 90, que ce soit japonais ou pas, c'est très répétitif dans tout ce qui est intro, interlude, chansons, parce que c'était pensé pour la télé à l'époque, ce genre d'épisode. Et du coup, on avait besoin de remettre une couche à chaque fois sur l'univers. La BO, tout ça, mais du coup il faut un peu zapper hein. Si vous voulez vous faire d'une traite la série comme nous, il va falloir zapper les moments de chansons et tout, sinon vous allez plus en pouvoir hein. Ah, j'en pouvais plus de détails. Ah oui, non mais je me couchais avec la musique dans la tête, je me levais avec la musique dans la tête quoi. Clairement. Ouais. Voilà, mais sinon c'est un bon animé clairement, peut-être pas pensé pour des amateurs. Enfin, pour des débutants, je dirais, quelqu'un qui n'a jamais regardé d'animé, je lui conseillerais pas de commencer par Utena. Ouais. C'est plutôt pour un amateur quand même, quelqu'un qui apprécie déjà ça, parce que sinon vous allez conclure que vous aimez pas l'animation japonaise. Ouais. Il faut pas penser ça. C'est juste qu'ils sont un peu compliqués les Japonais et tout. Moi aussi, je recommanderais tout de même parce que c'est un grand classique, mais sachez dans quoi vous vous embarquez, quoi. Ah, d'ailleurs, on n'a pas dit pourquoi on traite ce sujet. Ah non, c'est vrai. Ni d'ailleurs, on n'a pas parlé de Takarazuka. J'ai pas fini l'épisode, hein, j'allais en parler. D'accord. Non, mais moi, j'étais déjà en mode conclusion, là. Ok, il faut m'arrêter, hein. J'allais dire, donc je recommande moi aussi cet animé, mais sachez dans quoi vous vous embarquez. Parce que c'est quand même, c'est pas simple, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour regarder les épisodes de Pokémon où tout va bien, tout est génial, c'est facile à comprendre. Là, il faut aller dans... Et pour ma part, j'ai aussi regardé la version. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai oublié de regarder du coup. J'ai regardé la version de la revue Takarazuka, qui est une revue japonaise constituée uniquement de femmes. Et en fait, je l'ai regardée dans l'espoir de mieux comprendre. Alors, tu as encore moins compris. Alors, pour te faire une petite review très simple, ça s'arrête... en fait, l'histoire, elle s'arrête à l'épisode 11 dans la revue. Ah et oui, en d'accord. Fait, ah ouais, donc on sait rien, quoi. Non, on sait rien. C'est juste que, en gros, à la fin, Utena regagne un petit, et voilà, on est tous contents. Et fin de la revue. Mais en gros, c'était entrecoupé surtout de... En fait, c'est issu d'un DVD, ce que j'ai vu. Je pense, parce qu'il y a plusieurs vues, machin, et c'était entrecoupé surtout de scènes où t'avais écrit vraiment, il s'est passé ça. Après, t'avais une scène de musical où ça chante, ça danse, et voilà. Et j'ai pas plus compris Utena, mais je trouve que franchement, ça s'arrête quand il faut, finalement. Pour les débutants, c'est très bien, la revue de Takarazuka. Ouais, faut commencer par la revue. Mais alors, du coup, il faut aimer la comédie musicale. Il faut aimer les deux premières minutes ultra kitsch. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Ouais. Et finalement, au bout de 10 minutes, t'es à fond, là. Tu te dis, ouais, vas-y, ça chante, ça danse, machin, elle est trop charismatique et tout, elle est trop belle. Ça, c'est typique de Takarazuka aussi, hein. C'est des stars, les gens. Donc voilà. Ok. Ça dure 1 heure sur YouTube. Non, mais je vais regarder. Moi, j'ai manqué à finir mes devoirs. J'ai envie de te dire, n'hésite pas à regarder
d'autres performances de Takarazuka, enfin de la revue, puisque en plus... Ah oui, j'ai découvert qu'ils faisaient Roméo et Juliette. Ouais, ils ont repris Les Rois du Monde. Mais oui, j'ai vu ça, j'étais là, non, les rois du monde en japonais, waouh. Ouais, je l'ai regardé, c'était marrant. D'ailleurs, est-ce que t'as capté que dans Utena, à un moment, tu sais, dans les interludes théâtrales d'ombre, là, Oui. elles font souvent référence à des contes. Ah, peut-être. Et elles font référence à un conte en particulier qui m'a fait tiquer. Elles font référence aux souliers rouges. Ah oui, si, j'ai pigé. J'ai pensé Ouais. direct à toi, je me suis dit, tu vois qu'il faudrait peut-être qu'on regarde le film. Exactement. D'ailleurs, c'est les chaussons rouges, je crois. Bah, le conte, c'est les souliers et le film, c'est les chaussons. Ouais. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Oui, ok, Ouais. ok. Je vois. Voilà, pour nos auditeurs, vous saurez qu'un jour, on va peut-être parler des souliers rouges, des chaussons rouges. Un jour, hein. Un jour indéterminé, on verra. Et on ne parle pas du magicien d'Oz. Hein. Non. Enfin, je crois. Je sais pas. On verra au moment Ni de donné. Kiki, la petite enfant. Je vais juste ajouter un truc sur Oui, la revue vas-y. Takarazuka. Il faut que tu saches, c'est un truc que je t'avais teasé un peu, je t'avais dit il y a peut-être 2-3 mois de ça, non, pas 3 mois, 2 mois peut-être. Un mois et demi, Ouais. 2 mois, je t'avais dit oui, non mais je dis pas, on parlait de ça, non, je dis rien. J'avais gardé un secret. What? Je sais même plus de quoi on parle. Qu'est-ce qui Non, s'est tiens, passé? moi non C'était plus, il y a 2 ans. je sais juste que je t'ai dit que genre, je te disais rien, voilà, c'était il y a 2 mois à peu près, ouais. Oula, j'ai peur. C'est parce qu'en fait, j'ai vu la revue Takarazuka. Cachera. J'ai vu à la Japan Expo, il y avait une meuf de la revue Takarazuka qui était là et qui a fait son petit show. C'était à la Japan Expo 2019. Ouais, c'est ça. C'est ça, puisqu'après il n'y en a plus. Et voilà. Et c'était marrant. Enfin, c'était marrant. Attends, faut que tu me Elle a fait son petit show de... Bah, elle a fait une représentation typique Takarazuka, quoi. Elle a fait une ou deux chansons. Mais alors... Mais je comprends pas, avec tout ce que tu m'as dit avant, il y a quelque chose que je voulais garder en secret. Ah, Bah, c'était ça. ok. C'était ça. Je voulais pas te spoiler. Je voulais pas te le dire. Avant cet épisode. Et donc l'artiste, c'est... Parce que j'ai pas compris. Mais je sais plus, c'est une actrice de Takarazuka, quoi. Une grosse actrice, star power, tout ce que tu veux, quoi. Et elle était à la Japan Expo. Ouais, elle a fait un petit show, etc. Et effectivement, tu te rends compte, elle commençait à être âgée un peu, tu vois. Ouais. Ok. Non, mais c'était pas mal intéressant. Non, mais je suis quand même curieuse, je vais regarder. Je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube. Je crois, j'ai cru l'avoir passée. Certainement. Sans tout ce qui est cosplay, show, Japan Expo, on les retrouve en général. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a terminé? Je dirais oui. Oui, Jean-Pierre. Oui. C'est donc votre dernier mot, Marie. Oui. Oh, l'épisode qui se termine, qui retombe totalement comme un flanc. C'est grave. Merci quand même. Merci Clara. Merci à moi. Merci. Voilà. À vous. Faudrait le dire voilà, en premier merci. quand même. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. De nous écouter en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, à chaque fois. Non, je vais pas dire vous mériterez une médaille parce qu'après vous allez les réclamer. Mais voilà. Je pense que vous mériteriez de vous abonner partout où on est, c'est-à-dire... Franchement, si vous arrivez jusqu'au bout, c'est dommage si vous venez pas sur le Discord. Ça c'est vrai. Vous pouvez trouver le lien du Discord sur notre site contrelabel.com. Sur toutes les plateformes, puisqu'il est en lien en bas de chaque épisode. Ouais. Mais je crois que c'est pas compté comme lien en fait dans la description, c'est juste écrit. Oups. Bon, allez sur le site contrelabel.com. C'est ça. Tout à fait. Et eux. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos collègues et plus encore, car mine de rien, le bouche à oreille, ça peut nous aider à nous faire connaître. Puis pour celles et ceux qui écoutent sur Apple Podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, car ça aide au référencement et par extension à nous faire connaître. Ben voilà. Et puis vous pouvez toujours nous écouter, toujours pareil, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podcast Addict, yes. Et Spotify, je l'ai dit? Je sais plus, Deezer peut-être? Deezer? Bon, il y en a un que j'ai oublié, j'ai l'impression, mais en tout cas... iTunes. Google, Apple Podcast. Non. Tu l'as dit? Non, je l'ai dit. Non, je crois qu'on a fait le tour, là. Peut-être, ouais. Bon, YouTube. Google Podcast, voilà. C'était ça, je crois.
Ah, Google Podcast, oui, Google Podcast. Oui. Vous pouvez nous retrouver partout, sur YouTube, sur notre site, sur un Discord. Et voilà. Et on vous attend. Voilà. Ouais, voilà. Non, parce qu'on Venez attend discuter d'Utena. réellement, en vrai. On a un petit chrono, D'ouf. comme le personnage Mickey, là, dans la série. C'est vrai. Clac, clac, Clac. tout le temps. D'ailleurs, j'ai conclu que ce truc, c'était juste pour nous faire réfléchir pour rien, en fait. Ça, Ouais, moi aussi. Clairement, au début, j'étais là, ça a un sens et tout. Et en fait, t'arrives Moi à la aussi. fin et t'es là, non, mais en fait, c'était juste pour nous faire réfléchir. Et finalement, non. En fait, ça n'a aucun sens. C'était... C'est juste Mais l'épisode qui c'est là, avance. pour moi, ça me fait penser au théâtre de l'absurde, tu vois. Clairement, là. Tu vois, là, on est dans le côté en attendant Godot et tout. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est complètement absurde. Voilà. Bah, déjà, l'humour est absurde. Tout est Ce absurde. qui se passe, voilà, tout est absurde. Si vous aimez l'absurde, vous aimerez Utena. Voilà. Voilà. À bientôt. Voilà. Bisous à tous. Et à bientôt. Des cœurs sur vous. Ciao. Ok, je me suis fait un private joke toute seule. Voilà. C'est kun. Alors, parce attends, juste pour la petite histoire. En japonais, kun, c'est le suffixe qu'on rajoute pour parler de quelqu'un, qui est face à soi, de proche en général. Ouais, c'est petit frère, généralement. Voilà. Mais de l'avoir dit comme ça, là, genre c'est kun, ça me fait penser en coréen, quand on dit kun naso, genre c'est fini, quoi. C'est, Ouais, bah et là, là, du coup, du c'était coup, là, pareil. ça dessert totalement le propos. Enfin, non, ça sert plutôt. Ça sert, ouais. Mais très drôle. Ok, j'adore.